Merci beaucoup. Effectivement, j'ai eu votre demande. Quand j'ai regardé le courrier, j'ai compris que c'était urgent. C'est le 18, c'est déjà le jeudi prochain. En plus de cela, votre ministre m'en a parlé hier matin, au moment avant le conseil des ministres. Mais je lui ai dit que j'ai déjà visé ça. Moi, je vois mes courriers tous les matins entre 5h et 6h, donc j'avais déjà noté. Donc il n'y a pas de problème, s'il plaît à Dieu. S'il n'y a pas d'autres impondérables je ne pourrais pas gérer, j'y serai, Inch'Allah. J'ai déjà mis dans mon programme. Et c'est bien que vous fassiez les états généraux parce que au moment où nous parlons de refondation de l'État, effectivement, il est toujours mieux de parler avec ceux qui ont la main à la pâte. C'est eux qui connaissent les difficultés s'il y en a, afin que le pouvoir politique puisse en faire le résumé et au besoin prendre des décisions, sinon des lois et règlements nécessaires pour faciliter le travail, afin que chacun agisse dans le cadre de la loi qui est prise au nom de tout le monde. Souvent, j'ai dit au ministre ici, très souvent de ma petite expérience du travail gouvernemental, j'ai dit que si vous voulez qu'un État marche bien, on ne fait pas la danse comme on veut. Vous avez Dieu, le peuple et les lois. C'est ça qui prime. La volonté des individus, leur capacité à organiser, à réfléchir, vient en quatrième position. Et ces initiatives. Parce que tant qu'on fait tout conformément aux lois du pays, ça met tout le monde en sécurité. Lorsqu'on en fait à sa tête personnelle le pouvoir, ça met tout le monde en insécurité. Parce que quiconque a le pouvoir est un non passager. Souvent, pour leur donner l'exemple, je leur dis que moi j'ai suivi l'évolution politique du Mali depuis 1960. Et lorsque vous regardez les chefs d'État, les différents chefs d'État qui ont dirigé le Mali, vous vous rappelez un peu, chacun à son apogée, le charisme et la puissance dont ils bénéficiaient. C'était des hommes très puissants à certains moments donné de leur vie. Certains pensent même que c'est des immortels. Au point que tout ce qu'ils font était considéré comme obligatoire. Ils sont partis. La façon dont ils ont fini doivent servir de leçon à chacun. D'apprendre à être humble quand on est dans les hautes fonctions. Je dis souvent à mes collaborateurs que ici, tout le monde doit avoir en tête que nous avons remplacé des femmes et des hommes à la primature. Nous aussi ne serons pas là un jour, d'autres vont venir. La seule chose qui est permanente, c'est le peuple. Donc on doit être au service de la population, de l'administration. L'inverse, parce qu'on nous a éduqués un peu dans la mentalité de l'administration coloniale, où c'est les citoyens qui sont au service de l'administration. Je me rappelle quand j'étais au village, quand le commandant de cercle appelait les chefs du village et ses conseillers, il passait la journée au soleil pendant qu'il prend son thé. Lorsqu'il a fini, on les fait appeler, il vient les asseoir au soleil. Et même s'il a 2 mois à leur dire, en fait, ils passent des journées entières, ils ne travaillent même pas. Comme s'ils sont à son service. J'ai moi-même, dans ma vie, été victime de cette pratique-là. J'ai vu des gens parce qu'ils détenaient le pouvoir de l'administration et nous traitaient comme moins que rien. Moi, personnellement, à cause de ces injustices-là, j'ai dû même abandonner l'école.
1971, j'ai carrément quitté le Mali. Parce que je voyais des choses, je préférais ne même pas exister que de les subir. Mais celui qui les faisait, il était très à l'aise. J'ai abandonné l'école, partant avec l'idée d'aller très loin, de devenir quelqu'un un jour, pour, entre guillemets, et revenir rétablir la justice et la vérité. En ce moment, il fallait être riche. Quand vous êtes riche, vous faites ce que vous voulez. Donc je suis parti à l'aventure dans l'espoir d'aller avoir beaucoup d'argent et devenir quelqu'un. Et revenir. J'ai abandonné l'école un matin, j'ai quitté. Ça trouvait qu'avant, j'ai un oncle qui m'a carrément dit, tu vois comment l'administration travaille chez nous. Moi, j'ai fait tout ce que je peux. Après eux, on ne peut rien. J'espère qu'un jour, tu vas devenir quelqu'un, entre guillemets, et tu vas te mettre dans tes droits. 1970-71. Et donc en 1971, avec ces injustices-là, j'ai abandonné. Carrément, j'ai quitté le Mali. Je suis allé à pied jusqu'au Niger, où j'ai fait l'école coranique, on sait faire les garibous. Donc je faisais les garibous le jour, la nuit, je dors là où j'ai l'occasion. Jusqu'à arriver dans la première ville du Niger qui s'appelle Aïrou. Je suis allé au marché. J'ai eu un petit boulot parce que lorsque vous prenez les bagages de quelqu'un qui fait son shopping, jusqu'à sa voiture, il vous donne 5 francs, 10 francs. Pour nous, c'était du boulot. Et au lieu d'aller très loin, aller chercher l'argent, parce que chez nous, en ce moment, on part à Koumassi, au Nigeria, à Abidjan. Je suis resté dans le marché là pendant un an. Et l'aventure s'est arrêtée à Yérou. Finalement, j'ai eu des morts qui m'ont embauché, comme on appelle maintenant les baragnini. Donc je travaillais chez eux. Seulement je me demande, les gens d'avant, certains, ils ont des cœurs très durs parce que quelqu'un comme ça, il me faisait travailler, me paierait, donner juste à manger. Le matin de bonne heure, on partait au marché, vendre les fouroufous, on revient laver les habits des enfants, le soir on va vendre des djinjimbérés et on te donne à manger. J'ai fait un an dans ça et je me suis dit finalement que ce que j'espère là n'aura jamais lieu si je ne retourne pas chez moi au village, aller reprendre mes études. J'ai donc remarché à pied parce que je n'avais même pas le transport pour revenir reprendre l'école en 1972. Et vous savez que celui qui était responsable de cela, je l'ai rencontré ici dans les années 2000, à Bamako, il était déjà à sa retraite. Lui, il avait tout oublié parce que je crois qu'il en a commis beaucoup comme ça. Il se vantait même, il disait aux gens, oui, que lui, il vient dans son go, que nous sommes ses administrés. Et pratiquement, j'étais son petit-fils. Je ne disais rien, bien sûr, devant les gens, je ne vais rien lui dire. Mais le travail que vous faites, je raconte tout ça pour vous montrer comment l'injustice peut être à la base de beaucoup de choses. À cette période-là, la vie même ne comptait pas pour moi. Et quand vous regardez au nord, là, les rebelles, ils ont exagéré en voulant diviser notre pays. Mais la réalité, c'est qu'il y a des représentants de l'État qui font tout contre l'État. Ils vont là-bas, il y en a qui font des années. Après quelques années, ils ont des parcs d'animaux dans leur ville, ils ont des maisons, mais il n'y a pas de paix sociale, il n'y a que la peur. Or, les hommes, je dis à tout le monde que la différence est un homme et un animal dans une société. Les hommes doivent avoir honte ou avoir peur. C'est les deux, la peur et la honte. C'est la honte qui différencie l'homme des autres animaux.
dans une société dont le pouvoir doit veiller à ce que les gens aient peur et honte. Honte, ça veut dire qu'on doit respecter la loi. Et si on ne respecte pas la loi, vous avez des sanctions qui vous feront honte, aller en prison ou être puni. Lorsque ça n'existe pas dans une société, ça devient la jungle, le rapport des plus fort. Et je vous assure que souvent dans les régions du Nord, c'est la raison du plus fort. Hein. Il n'y a pas de règle là-bas. Il y a des fonctionnaires. Moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui rappelle. Les rebelles aussi, je leur dis que ce que vous avez dit, c'est vrai peut-être à 25%, mais le reste c'est faux. C'est l'extérieur qui vous manipule pour vous mettre dans des postures de diviser notre pays. Et d'ailleurs, quand c'était prévu que je devais être Premier ministre, un jour, le président m'a appelé, il me dit d'aller le voir vers 20h. Je n'étais pas encore nommé. Quand je suis venu, il m'a dit qu'il a audience avec les chefs des mouvements rebelles. Tous les principaux chefs étaient venus le voir. Ils étaient venus en grand nombre avec tous leurs camarades dans une salle et il a fait appeler les principaux chefs. Et moi, je suis assis dans la salle. Et moi, j'avais la réputation d'être quelqu'un qui est farouchement contre la rébellion. Et je l'ai écrit d'ailleurs. Je me demande le sentiment que certains ont eu quand ils m'ont vu dans la salle. En tout cas, ils se sont assis. Le président leur a dit, bon, d'ici lundi, c'est celui-là qui va être le Premier ministre. Donc ce que je souhaite, c'est qu'à l'avenir, discutez avec lui. Il sera votre interlocuteur. J'ai terminé, je me suis retiré. Le lendemain, je les ai appelés. Ils avaient des gardes de corps, ils étaient dans les hôtels. Au premier moment, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas quitter pour des questions de sécurité. Ils peuvent réserver une salle, je peux venir les trouver. Je leur ai dit que ça, c'est révolu. Ce n'est pas l'idée que je me fais du travail d'un Premier ministre. Ils sont l'État les sécurise et il ne peut pas être moins sécurisé que le Premier ministre là où il est. Donc s'ils ne veulent pas venir, ils me le disent. S'ils veulent venir, ils viennent. On garantit leur sécurité. Bon, 10 minutes après, ils m'ont appelé pour dire qu'ils viennent. Parce que je crois qu'ils avaient l'habitude de convoquer les autorités politiques chez eux, dans les hôtels. C'est-à-dire qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. J'ai fait à peu près 2 heures avec eux. Ce jour, ce que je leur ai dit, j'ai dit que moi, le chef de la rébellion, Yad, là, je suis de la même génération que lui. Il a fait le lycée à Gao à la même période que moi. Donc tout ce qu'il dénonce comme injustice au nord, moi je le connais. Je suis moi-même le produit d'une injustice en quelque part. C'est pour cela que chaque fois que je vois l'injustice qui frappe quelqu'un, je deviens automatiquement son allié. Au point qu'un jour, un homme politique m'a demandé pourquoi tu es toujours avec les perdants. C'était au moment où il racontait tous que c'était l'homme de Moussa Traoré qui a perdu le pouvoir. Lequel Moussa Traoré, je n'avais jamais vu d'ailleurs quand il était au pouvoir. Je l'ai vu le 12 mars 2002 pour la première fois. J'ai pris un permis, je suis allé chez lui et il m'a vu la première fois. Avant ça, je le voyais qu'à la télé et dans les images. Ou quand ATT a perdu le pouvoir, ceux qui étaient regroupés autour de lui, dont certains voulaient même être président du Mali, certains se sont mis à l'insulter en disant qu'eux, ils ne vont pas tirer sur un corbillard et que ceci et que cela. Donc quand je me suis allé défendre, ou certains qui ont été mis sur la scène politique grâce à son soutien, qui sont venus chez moi avec leur parti, qui sont en campagne, et leur mot d'ordre, ils commencent par critiquer ATT que c'est lui qui a mis le pays dans les malheurs. Je les ai arrêtés net en leur disant qu'il faut arrêter tout cela. Ce que les Maliens veulent, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que moi, je sais comment vous avez été ATT, vous a fabriqué. Je suis allé chez lui d'ailleurs à Dakar, alors qu'on était très en froid au moment où il tombait. C'est comme ça que quelqu'un de mon parti m'a dit un jour, pourquoi tu es toujours du côté des faibles? Il dit parce que je suis contre l'injustice. Et c'est pour cela d'ailleurs, j'ai été certainement l'un des premiers hommes politiques
à réclamer que ATT revienne au pays, qui n'est pas normal que notre président soit en exil dans un pays étranger, parce que j'ai vu ces conditions de vie là-bas, ce n'était pas honorable. Parce qu'au début, on te prend au sérieux, mais à la fin, généralement, vous avez le mal du pays, on ne vous prend plus au sérieux. Et je l'ai dit ouvertement à un congrès de mon parti. Les gens ont demandé, mais je suis dans la majorité, alors que le président en son temps demandait de l'extrader pour le juger. Il a dit non, moi je ne dis pas parce que le président, ça peut le plaire ou non. Je le dis parce que je crois à ça. Je ne crois pas que garder notre président en exil à l'extérieur, ça apporte quelque chose au Mali. Si le président peut quelque chose, il n'a qu'à travailler maintenant, avancer le pays. Le fait de maltraiter les anciens chefs d'État, ma conviction c'est que ça n'apporte rien au Mali. J'ai vu le traitement qui a été infligé à Moussa Traoré. Beaucoup m'ont considéré comme son fils d'ailleurs. Moi je ne le connaissais même pas. Je l'ai connu, comme je vous dis, le 12 mars 2012, 11 ans après sa chute, qui m'a vu la première fois physiquement. Mais j'ai l'avantage que quand je rentrais de mes études, j'ai fait un doctorat d'État. Donc tout phénomène qui arrive, moi je l'analyse avec beaucoup de froideur. Je ne me jette pas seulement dans ce qu'on dit, la propagande, il a fait ceci. Puis je me suis comparé avec lui, avec ce qui se passe. J'ai regardé comment les instruments de l'État fonctionnaient. Je suis remonté jusqu'à l'ancien président pour me faire une idée. Et même actuellement, je le rappelle à tout le monde, tous les actes que nous posons, on doit les lire à travers le prisme de ceux qui nous ont précédés. Pourquoi ils ont échoué? Qu'est-ce qui leur a manqué? Si on ne fait pas ça, on va répéter les mêmes choses. Les mêmes fautes, les mêmes erreurs, parce que nous sommes des humains. Et c'est d'ailleurs ce que Karl Marx disait, je le répète souvent, vous l'avez déjà entendu, que celui qui ne connaît pas l'histoire est appelé à répéter. A fortiori celui qui veut faire la politique. Tout homme politique qui ne connaît pas l'histoire, dites-vous qu'il est venu juste pour chercher l'argent au plaisant. Il n'y a rien que tu peux faire de grand si vous ne connaissez pas l'histoire. Parce que tout ce qui se passe maintenant là, si vous faites une petite inscription derrière, vous trouvez la même chose. Les gens font exactement la même chose. L'homme n'est jamais gagné par la sagesse. Moi, j'ai assisté à plusieurs gouvernements. J'ai vu le comportement des ministres, des présidents, des premiers ministres. Ça fait beaucoup de leçons. Et souvent, je donne la leçon au ministre. Je dis, chaque acte que vous posez, il faut vous dire qu'un jour, vous ne serez pas là. Qu'est-ce que les Maliens vont en penser? Qu'est-ce que le Mali va y gagner? Le temps que moi j'étais ministre, tous les actes qui ont été détournés de l'objectif, de l'intérêt du Mali, à cause des gens qui sont autour du président ou de la volonté de quelques personnes, je suis venu les retrouver comme Premier ministre. Tous. Le premier, c'est l'histoire des partants volontaires à la retraite, auquel on a versé 26 milliards le 26 mars 1991. Je suis venu trouver 18 milliards qui ne sont pas payés. Depuis 1991. On a remonté jusqu'à la Banque mondiale pour chercher les traces. On n'a pas trouvé. Et c'est pour cela que j'ai institué, bon ça, les gens sont fâchés à un moment, mais en réalité les bonnes décisions ne plaisent pas au début. J'ai dit qu'on ne versera plus un franc à quelqu'un. Si on n'a pas le numéro de son compte, on verse l'argent, il y a la traçabilité. Si demain il y a un gouvernement qui vient, il vient dire qu'il a de l'argent, on va vérifier, on trouve qu'il n'a pas raison. Parce que pour beaucoup, on n'arrive pas à faire la part de 18 milliards depuis 1991 sur les 26. Donc ça veut dire que 8 milliards sont dissipés. Bon, les gens se sont partagés, ainsi de suite. Parce que les partants volontaires, certains sont morts, ils n'ont pas eu leur argent. D'autres sont malades. Ils ne peuvent rien contre le pouvoir d'État. Ils deviennent des victimes de l'injustice. Ça, c'est un exemple. Donc, votre profession, c'est une profession noble, comme Maître Touré l'a dit. C'est une sorte de refuge.
Vous savez, il y a des pays, certainement, où vous avez beaucoup de culture du pan de la justice, des pays où on ne peut pas faire la justice et la médecine. Un étranger ne peut pas le faire. Pour la simple raison que c'est des domaines qui détiennent la vie, les ressorts, pour enlever même la vie de quelqu'un. Quand vous êtes médecin, vous pouvez faire des erreurs de médecine. La personne meurt. Vous êtes dans le domaine de la justice, à cause d'une injustice, vous pouvez casser la vie de quelqu'un. Moi, personnellement, je le dis toujours, je le dis souvent au ministre de la Justice, un juge a failli casser ma vie en 1970. Et je ne suis pas le seul. Même la rébellion qu'on a chez nous, ils ont exagéré, ils ont été instrumentalisés pour d'autres objectifs. Mais en dessous, c'est l'injustice souvent que les gens ont pris et ils ont exagéré. Et même maintenant, les administrateurs, je leur dis les choses qui se sont passées dans les années 90, les populations du Nord ne vont jamais les accepter. Des narcotrafiquants qui fricotent avec des gens qui détiennent le pouvoir d'État, ils font des choses, personne ne peut rien contre eux. On crée une oligarchie. Les Occidentaux, même pour nous avoir, ont fait une oligarchie composée de politiques, d'officiers, d'agents de la justice, et le pays est pris en otage. Et les autres font ce qu'ils veulent. C'est comme ça que nos pays sont dirigés en réalité. C'est toujours des oligarchies qui sont entretenues par l'extérieur. Ici, on a exploité de l'or à Kidal pendant plus de 10 ans. Les gens parlent, mais il n'y a jamais un puits à Kidal, rien. L'or va où? Il y a des milliers de gens qui quittent des pays d'Afrique centrale pour venir l'exploiter, à Kidal et à Gao. L'or va là où on imagine. Mais il y a une partie qui vient ici pour corrompre l'élite. L'élite politique, militaire, juge. Et on est là-dedans, quelques-uns voyagent, ils sont des grands patrons. Et le pays est comme ça. Après, on nous amène des forces internationales. MINUSMA, Barkhane, Takuba, G5 Sahel. On est venu démontrer que tout ça, c'était des camisoles qu'on est venu nous mettre sur la tête. L'objectif est totalement différent de ce qu'on nous dit. Donc le mensonge s'est répété tous les jours. La vérité n'est pas dite, donc le mensonge devient la vérité. J'ai pris derrière ça un épigraphe dans un livre que j'ai fait récemment. J'ai dit, le mensonge qui se tait s'impose à la vérité. Le mensonge qui parle a toujours raison de la vérité qui se tait. Ça, c'est l'épigraphe de ce livre-là. Je l'ai dit à des gens de l'ONU ici, ils sont venus très nombreux. J'ai fait presque 45 minutes avec eux. Je leur ai démontré par A plus B que tout le travail des Nations Unies ici, c'était basé sur du mensonge. Tout ce qui leur a été dit, tout ce qui nous a été dit, c'était du mensonge. Et comme personne n'ose dire la vérité, soit parce qu'il a peur, soit parce qu'il ne le sait pas, ou pour d'autres raisons, il dit ce mensonge est devenu la vérité. Il dit que l'administration n'est jamais venu ici pour la paix au Mali. Jamais. Tous les textes de résolution des Nations Unies, moi je les connais presque par cœur. Ils changent comme exactement vous changez votre chemise quand elle est sale. Elles sont aussi différentes. L'objectif des Nations Unies, c'est le contraire. On nous a dit qu'ils viennent pour la paix au Mali. Pour détruire le terrorisme, c'était ça les mots de Hollande. En 2013, le terrorisme était confiné au nord du Mali. 7 ans après, au lieu de les détruire, il a pris 80% du Mali. C'est un Christ. Au Burkina, il n'y en avait même pas de terrorisme. C'est là-bas que le président croyait qu'en négociant, ça lui permet de maintenir son pouvoir aussi longtemps que possible. Le terrorisme allait chez eux. Il n'y en avait pas au Niger. Il a fait des incursions au Togo, au Burkina, disons au Bénin, en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que c'est du mensonge qu'on nous avait vendu. Ils nous ont dit ensuite que c'est pour asseoir l'autorité de l'État du Mali. Nous avons eu les preuves que ce sont eux qui ont organisé la partition du Mali. C'est eux qui ont refusé que l'État malien arrive à Kidal.
Et quand j'ai fait un document sur ça, avec les preuves, les débats dans les parlements, dans les sénats, les opinions des ministres qui disent qu'il faut diviser le Mali. C'est ça la solution. Et quand ils ont vu ce livre-là, ils ont dit que c'est de la subversion. Pourtant, c'est la vérité. Vous voyez, je vous raconte tout ça, c'est un peu loin du sujet, mais en réalité, c'est tout pour vous dire que l'élite au Mali, vous en faites partie. Il est très important que vous compreniez ce qui se passe dans notre pays. Les avocats, les juges, les notaires, les officiers, c'est vraiment des corps dont dépend beaucoup la société. Quand ils ont une bonne compréhension de ce qui se passe, ça peut faciliter la résolution des problèmes. Et c'est pour cela que ces corps-là, quand ils ont des activités, moi je me fais l'obligation d'y aller et de parler. Je sais que la politique, ce n'est pas votre affaire, mais malheureusement, c'est elle qui commande partout. Parce que même quand vous allez faire vos états généraux, tout ce que vous travaillez d'anormal que vous voulez rectifier, il faut que des politiques se décident pour légiférer là-dessus, pour en faire des lois, des règlements, ainsi de suite. Et pour ça, il faut qu'ils comprennent bien pourquoi ils sont là, que chacun fasse son travail. Et je suis convaincu que si vous faites bien votre travail, et j'imagine que vous le faites bien, les avocats font bien leur travail, les militaires font bien leur travail, les paysans font bien, comme on dit à Bambara, ni pays là, le pays va avancer. C'est parce que nos soldats, oui, qu'on a pris Kidal. Je suis sûr qu'il y a 3 ans, si vous étiez venu en audience, je demande quels sont ceux qui sont convaincus qu'on va reprendre Kidal. Je suis presque certain que presque les 100% vont dire à Ankoni Dalentala. On a les mêmes militaires, le même pays, les mêmes terroristes. Pourtant, on a pris Kidal. Ça, c'est la volonté des politiques. S'ils croient en quelque chose, ils sont corrects eux-mêmes, rien n'est impossible. Parce qu'il faut croire. Et cette croyance-là, c'est ce que les militaires nous ont donné. Donc je vous encourage à la réussite de vos états généraux, parce que ça va apaiser le Mali. Moi, je suis convaincu qu'on a beau prendre tout le pays par la force, tant qu'il n'y a pas de justice, rien ne va marcher. Ce qui me fait dire aux gens tout le temps, l'État, c'est la force et la justice. C'est les 2 pieds sur lesquels un État marche. La force pour s'opposer à toute personne qui veut s'imposer au reste de la société, et la justice pour défendre la vérité et les plus faibles. Donc, vous avez un rôle très important à faire dans la marche de l'État. Tout ce que nous disons, refondation, Malikoura, changement, tout ça c'est des mots. Si in fine on ne réforme pas la justice, tous les corps intermédiaires, dans 15-20 ans, on va se retrouver à la carte de départ. Les gens vont se rappeler seulement que oui, dans les années 2000, il y avait un Premier ministre qui aimait beaucoup parler de justice. Bon, il n'est plus au pouvoir maintenant. Peut-être lui-même est à la retraite ou il est quelque part ailleurs. Maintenant, son affaire là, c'est zéro. Mais si la justice arrive à être réformée, les problèmes sont pris en charge, notre pays va en bénéficier. Même ceux qui ne sont pas là, leurs enfants, leurs petits-enfants vont en bénéficier. Parce que même le Malikoura pour lequel on se bat, là, en réalité, ne fait pas d'illusion. Avant qu'on ne sente les effets même de ce Malikoura-là, c'est peut-être dans quelques années. Ceux qui sont aux commandes ne seront plus là, peut-être. Mais les effets de ce qui se fait maintenant vont s'imposer. Et donc, quand votre ministre demande effectivement de faire les états généraux, parce que si vous remarquez, les Maliens se plaignent de leur école, de leur justice. L'armée, je crois qu'ils font les états généraux sans en parler. C'est la grande miette. L'école, on a fait les états généraux. Et la justice aussi, en espérant qu'au bout, on va trouver un état assaini. Parce que les politiques ont beau parler, en réalité, s'ils n'ont pas une bonne base, ils n'aiment pas leur pays,
Parce que le plus important, c'est d'aimer son pays. C'est question de dire je suis partisan de Moussa Traoré, de Alpha, de Modibo. Ça, c'est des discours politiques pour tromper les gens. Chacun est ce qu'il est. Si c'est des gens qui aiment leur pays, ils ont des bons instruments pour gérer le pays, une bonne justice, une bonne armée, une bonne école. Le reste va aller. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de succès et nous espérons beaucoup sur vos recommandations. Ils vont nous aider à concrétiser ce dont nous parlons. Nous parlons beaucoup de refondation, mais ça, il faut y donner un contenu. S'il n'y a pas un contenu, ça ne sert à rien. Moi, j'ai vu des hauts cadres qui m'ont dit, mais votre histoire de refondation, là, c'est quoi même? Et puis, vous allez aller où avec ça? Il y a même quelqu'un qui m'avait dit, quand on disait que les décisions des assises nationales vont être exécutoires, il me dit, mais comment vous allez faire? Si vous sortez des assises, vous allez faire quoi? Mais ce qu'on fait, c'est ce qu'on est en train de faire. On va dire à tous les secteurs de réfléchir, qu'est-ce qui ne va pas, et qu'ils nous disent pour qu'on puisse légiférer, prendre les décisions politiques pour réorienter notre société dans le bon sens. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Donc, il y a beaucoup d'espoir sur ce que vous faites. Comme mon maître Touré l'a dit, les Maliens comptent beaucoup sur vous, parce que votre profession est très discrète, souvent même secrète, mais elle est très utile pour l'équilibre global de la société. Et quand la société est en équilibre, c'est bien pour tout le monde, pour les plus forts et les plus faibles. Merci beaucoup, monsieur.